Allez, parfait. Bon courage à vous. Nickel. Bon, salut à tous, je m'appelle Amis, je passe l'année prochaine en deuxième année de pharma. Est-ce que vous m'entendez tous d'abord? Oui, on Oui, t'entend. Ok, nickel, merci. Aujourd'hui, on va faire 15 QCM de chimie orga, alcène, alcane et alcyne, un peu d'alcool et de stérochimie. C'est des QCM simples. Je pense qu'on va assez parler de la chimie orga, sans réaction à prendre, etc. Mais en vérité, si vous comprenez bien les réactions, si vous faites plein de QCM, vous allez rapidement les apprendre et très facilement. Bon, du coup, on commence avec la première question. Parmi les propositions suivantes, quelle est celle ou celle qui est ou qui sont exactes? Et du coup, là, vous avez une réaction d'halogénation, puisque vous avez un halogène, c'est le dibrome. Un halogène, ça peut être aussi le chlore, l'iode, fluor. Du coup, la première question, cette réaction correspond à une hydrohalogénation. C'est faux, c'est tout simplement une halogénation. On n'a pas du tout d'hydrogène, du coup, ça ne peut pas être une hydrohalogénation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Pour la B, le composé est obtenu par une cis-addition. C'est faux dans le cas d'une halogénation. Le composé est obtenu par une trans-addition, puisqu'on aura les deux bromes qui vont se fixer de deux côtés différents. La stéréochimie de cette réaction est similaire à celle d'une hydrogénation. En ce qui concerne l'hydrogénation, c'est quand vous avez deux hydrogènes. Deux hydrogènes, c'est la toute première réaction des alcènes. Ça se fixe donc comme une transaddition. C'est une transaddition, ce n'est pas une cis-addition, puisque vous avez les deux hydrogènes qui vont se fixer du même côté. Vous avez dans le cours l'image du catalyseur qui va arriver d'en haut, et donc les hydrogènes vont forcément se fixer du même côté qui est le haut. Voilà, donc la C est aussi fausse, c'est pas du tout la même stéréochimie qu'une hydrogénation, puisque celle-ci, c'est une transaddition, et en ce qui concerne l'hydrogénation, c'est une cis-addition, pardon. La trans, c'est quand c'est pas du même côté, et la cis-addition, c'est quand c'est du même côté. Alors, la D indique que le composé est le dibromoalcane. C'est vrai, c'est bien le dibromoalcane. Dans ce cas-là, l'alcène va se transformer en alcane avec la fixation des deux bromes. Donc, ça va donner le dibromo, puisqu'on aura deux bromes, et donc un alcool. La E, c'est le composé 1, c'est le débromoalcène. C'est faux, c'est le débromoalcane, comme c'était dit précédemment. Vous aurez, dans la plupart des annales, vous aurez des questions comme ça, on va vous donner deux réponses et c'est à vous de voir quelle est la bonne. C'est-à-dire là, vous avez une qui est bien vraie et une fausse. Alors, vous aurez bien des indices quelque part dans les questions. En ce qui concerne la deuxième question, est-ce que tout le monde a compris? C'est bon? oui, Nickel, merci. Alors, la deuxième, parmi les propositions suivantes, quelle est celle ou celle qui est ou qui sont exactes? Là, on a une hydrohalogénation. Pourquoi? Parce qu'on a un halogène qui est le chlore et on a un hydrogène ici. Donc, c'est une hydrohalogénation. Avec un alcène, toujours, qui est où là, on a une seule substitution qui est le CH3. Alors, la réaction se passe dans des conditions ioniques. Là, on fait référence soit à la règle de Karach, soit celle de Markovnikov. On va voir c'est quoi la différence. La réaction se passe dans des conditions ioniques. Oui, c'est vrai. On verra pourquoi. La réaction qui conduit au produit 1 suit la règle de Karach. Alors, est-ce que vous savez la réponse ou pas? oui. Dis-moi. Je crois que c'est dans les conditions uniques parce qu'il n'y a pas des peroxydes et la lumière. Du coup, forcément, Exactement, ça, exactement ça. ça suit la règle de Markovnikov. C'est très bien. C'est exactement ça. Et la règle de Markovnikov, on la retrouve dans le système C et D. On dit l'halogène se fixe sur le carbone le plus hydrogéné, ce qui est faux, puisque dans ce cas, l'halogène se fixe sur le carbone le plus substitué, soit le moins hydrogéné. Alors, entre le premier et le deuxième, le carbone le plus hydrogéné, c'est donc le deuxième. Là, on n'aura pas la fixation de l'halogène, mais celle du H, qui est présent ici. Donc, la C est fausse. En ce qui concerne la D, on vous dit l'halogène se fixe sur le carbone le plus substitué. C'est vrai, c'est la règle de Markovnikov qui dit que l'halogène se fixe donc sur le carbone le plus substitué. Le carbone le plus substitué ici, c'est le premier, puisqu'on a une substitution qui est faite par le CH3.
Jusqu'ici, c'est clair. En fait, la règle de Markovnikov, c'est l'inverse de la règle de Karash. Karash, on vous dit que l'halogène se fixe sur le carbone le moins substitué, soit ici le deuxième, et celle de Markovnikov, il se fixe sur le carbone le plus substitué, qui est le premier. La différence aussi, c'est, comme il a dit, on a, dans ce qui concerne la règle de Karash, on a H- qui est la lumière et du peroxyde. Voilà. Après, on vous dit E, c'est-à-dire, dans on dit le composé 1 a un carbone asymétrique. Qui sait c'est quoi un carbone asymétrique? Un carbone avec 4 substituants différents. Exactement. Est-ce que dans ce cas-là, on aura un carbone asymétrique? Non, Non? parce qu'il est relié à 3H, donc forcément, il sera relié à 4 substituants les mêmes. On vous parle du composé 1, pas du réactif. Ah, ok. Bah si, il y en aura un. Et c'est ça, il y en aura un. Attendez, est-ce que vous voyez ça ou pas? Vous voyez la correction ou pas? Non. Non? Et là? Non plus. Là, est-ce que vous voyez? Non. Non? Attendez. Alors, ok, c'est bon. Est-ce que là, c'est bon? Oui. Ok, nickel, merci. Alors, là, c'est ça. La deuxième réaction, elle va donner ça. On aura donc le chlore qui va se fixer sur le carbone le plus substitué, qui est le premier, qui est celui-là. Donc, on a le chlore qui se fixe ici, l'hydrogène qui se fixe là. Et là, on a bien un carbone qui est asymétrique, puisqu'il est substitué par 4 substituants différents. On a le CH3 qui est là, le Cl qui est fixé par ce côté, le H en bas, et on a le CH3, c'est aussi un substituant qui est différent, pardon, qui sera fixé là. Donc, on a bien un carbone asymétrique avec 4 substituants différents. Est-ce que c'est compris? Juste, j'ai une question. Dis-moi. Je sais pas ce que c'est, ce que ça veut dire le carbone le plus substitué. Alors, ok, pas de souci. Alors là, le carbone le plus substitué, c'est celui qui sera le plus relié à d'autres atomes. Là, tu as deux carbones. Le premier, est-ce que tu vois ma souris ou pas? Oui. Alors là, tu as le premier et là, tu as le deuxième. Le premier, il est bien substitué par un CH3 et par un H. Et le deuxième, il est substitué seulement par deux H. Alors, le CH3, il a beaucoup plus d'importance qu'un H. Donc, on va dire qu'il est plus substitué que le deuxième carbone. Est-ce que tu as compris ou pas? Oui, c'est bon, merci. Sûr? Oui, oui. Nickel. Si tu as encore des questions, n'hésite pas. Alors, on reprend. Donc, les bonnes réponses sont A, D, E. Là, on a revu la règle de Karash et celle de Markovnikov. Alors, troisième question. Là, on est toujours sur les alcènes. Je ne sais pas qui m'a posé la question sur lequel il est le plus substitué. C'est moi. Ok, dis-moi lequel des deux carbones ici est le plus substitué. Le premier ou le deuxième? Le deuxième. C'est ça. Du coup, cette réaction est une oxydation douce. C'est faux, ce n'est pas une oxydation douce. C'est une oxydation forte. Quand vous voyez que vous avez du KMNO4, du H2SO4, H2SO4, c'est toujours acide parce que ça va donner un proton H+. C'est concentré et c'est à chaud, ça va forcément être une oxydation douce. Oxydation forte, pardon. Une oxydation forte. Quand c'est concentré et qu'il y a de la chaleur, c'est forcément une oxydation forte. Et que vous avez bien sûr du KMNO4 et du H2SO4. Du coup, on aura l'un des deux produits obtenus est un acide. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que quelqu'un sait la réponse? C'est vrai? C'est vrai. Là, pour le coup, on aura un acide carboxylique, c'est un acide, hein, et on aura une cétone. Dans le cas, du coup, la B, elle est vraie.
La A, elle est fausse parce que c'est une oxydation forte. Dans la C, dans le cas où le réactif serait tétrasubstitué, les produits seraient 2 cétones. Est-ce que quelqu'un sait? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, puisque là, en fait, dans le cas d'une oxydation forte, on aura la liaison de l'alcène qui va se rompre au milieu. Là, il y aura une rupture là au milieu. Je ne sais pas si vous voyez mon souris qui est en train de bouger ou pas. Oui, oui, on voit. Ok, nickel. Et du coup, vous avez donc, comme là, vous avez un H, si vous voyez que vous avez un alcène qui est substitué par 3 H et un hydrogène, vous aurez donc forcément un acide carboxylique et une cétone. Dans le cas où l'alcène sera tétrasubstitué, c'est-à-dire qu'il y aura 4 CH3, 2 de ce côté et 2 de ce côté, la liaison se rompra au milieu et vous aurez donc 2 cétones. Est-ce que c'est compris? Oui. 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 Dans la correction, je vous ai mis, hop, dans la 3, je vous ai mis ce qu'il y a dans le cours. Vous avez là ce qui se passe quand on a une oxydation forte avec un alcène qui est trisubstitué, c'est-à-dire on a 3 CH3. On aura donc, voilà, KMNO4, H2SO4 qui est l'acide, on aura quelque chose de concentré et avec une forte chaleur. On aura donc acétone et un acide carboxylique. Dans le cas où c'est tétrasubstitué, vous aurez 2 cétones. Voilà, ça c'est à prendre et toujours, on va le voir après, on réfléchit avec le produit final et non intermédiaire. Dans la D, on dit les composés obtenus sont similaires aux produits d'une ozonolyse. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Je vous l'ai mis aussi dans la correction. Hop, dans la D, on a une ozonolyse avec de l'ozone et du H2O. H2O, c'est pour l'eau, du coup, c'est pour montrer une certaine hydratation. Donc là, on aura toujours un acide carboxylique et une cétone. Donc, c'est bien les mêmes produits obtenus. Hop, hop, hop. Là, la dernière question, la E, jusqu'au dernier terme, on nous dit que dans cette réaction, on trouve comme composé intermédiaire l'aldéhyde. C'est vrai. Parce C'est qu'après, vrai. il va s'oxyder avec l'eau oxygénée. Exact. En fait, l'aldéhyde n'est pas stable. Au début, vous aurez de l'aldéhyde et de l'acétone, sauf que l'aldéhyde n'est pas stable, il va s'oxyder, il va donner un acide carboxylique. Toujours on raisonne avec les produits finaux qui sont donc l'acide carboxylique et l'acétone. L'aldéhyde, certes, c'est un produit intermédiaire, mais on ne le prend pas en compte. C'est-à-dire quand on vous dit les produits obtenus sont cétone et acide carboxylique, c'est vrai. Mais si on vous dit les produits acide carboxylique et cétone, mais si on vous dit les produits finaux obtenus sont l'aldéhyde et l'acétone, là c'est faux. Les produits finaux obtenus sont l'acétone et l'acide carboxylique. Est-ce que c'est compris? Oui. Oui. Alors, vous aurez des fois dans les annales deux réactions en même temps, comme ça. Que ça, je pense n'avoir jamais vu 3 comme ça en même temps, mais bon, on prépare tout, on ne sait jamais. Alors, le composé 1 est un alcène Z. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux parce que ça donne un alcane, parce que c'est du platine et du nickel et pas du palladium désactivé. Exact, très bien, c'est ça. Du coup, la B aussi, elle est fausse, puisque la B, on vous dit le composé 1 est obtenu par une 6 addition. C'est faux, parce qu'on a carrément un alcane, il n'y a ni 6 ni 30 additions dans ce cas-là. Là, j'ai juste mis des catalyseurs qui sont différents. Si on vous met les catalyseurs qui sont là, regardez, parce que vous avez dans le cas des alcynes, là on est parti sur les alcynes puisque vous avez 3 liaisons entre les 2 carbones. Ça va dépendre des catalyseurs que vous avez. Si vous avez du H2 et du palladium désactivé, vous aurez un alcène qui sera donc un alcène Z par une 6 addition. Alors, hop. Le deuxième composé est obtenu dans les conditions radicalaires. C'est vrai ou c'est faux? C'est celui-là. C'est vrai. C'est vrai, c'est ce qui est écrit dans le cours. Là, c'est aussi une autre façon d'obtenir un alcène. Bon, un alcène qui ne sera pas similaire au alcène que vous allez obtenir avec du H2 et du PD désactivé, mais ça reste un alcène. Alors, la D, on dit que ce composé est un alcène E. Celui-là. C'est vrai. C'est vrai, c'est un alcène E
SNE et SNZ. Qui me dit c'est quoi la différence entre les deux? Ben, E, c'est quand c'est une trans addition et Z, c'est quand c'est une cis addition. Bon, attends 2 secondes. Hop, hop. Alors, là, on aura un SNE. Ah, 2 secondes. Des fois, oui, en fait, la scène Z et E, là, on réfléchit par rapport au groupement prioritaire. Je ne sais pas si tu comprends ou pas. Est-ce que... Je n'ai pas trop compris. Ok. Par exemple, si là, là c'est un OH à la place du H. CH3OH. Oui. Et en fait, le composé avec lequel le réactif a fait sa réaction, c'est CH3OH. Ça n'existe pas, hein. Je ne pense pas que ça existe. En tout cas, je ne connais pas c'est quoi. Mais si on te donne CH3 et OH et que le CH3 se fixe là et le OH se fixe là, est-ce que c'est Z ou E? C'est Z, parce qu'ils sont du même côté. En gros. Côté. Et pourquoi tu ne prends pas le CH3? Là, le CH3 et le CH3, là, ils ne sont pas du même côté. Mais parce que c'est pas l'autre CH3, il n'a pas réagi. Disons qu'ils ont pas CH3 et OH. Ah, oui, ok, je compris. Il faut prendre les... En fait, les deux groupements prioritaires, les deux groupements les plus forts. Ok. C'est bon? Ça, c'est quand on raisonne avec Z et E. Est-ce que tu as compris ou pas? Oui, oui, j'ai compris. Ok. Est-ce que c'est compris pour les autres? Oui. Oui. Oui, merci. Du coup, on vous dit que le produit 3 est de l'acide éthanoïque. Une réponse? Non? Ok. Là, vous avez un acène. Vous avez un acène E, comme on a dit tout à l'heure, qui réagit donc, qui fait une oxydation forte. On a du H2SO4 concentré. Concentré, c'est les deux crochets comme ça. Et chaleur, c'est le petit triangle. On a du KMNO4, c'est donc une oxydation forte. Quand un acène réagit dans une oxydation forte et hop, on a la correction. Et comme ça, on aura donc un acide carboxylique et on aura de l'acétone. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Ok. Vous avez donc un acide carboxylique et de l'acétone. Dans le cas où on vous dit le produit 3 est de l'acide éthanoïque, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ouais. L'acide éthanoïque, c'est un acide carboxylique, sauf que dans ce cas-là, il y a 2 carbones. Donc, on l'a juste nommé, on a dit que c'était de l'acide éthanoïque. Est-ce que c'est bon? Ok, je prends ça pour avis. Pas de questions? Non. Nickel. Alors là, c'est la question 5. On vous dit que A, le réactif est un alkyle vrai. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que vous savez c'est quoi un alkyle vrai? Non. 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 Un alkyle vrai, c'est quand... bon, là, vous avez un alkyle. C'est quand l'un des carbones est substitué par un H. Dans ce cas-là, vous avez bien un carbone qui est substitué par un H. Vous avez le premier qui est substitué par le CH3 et le deuxième qui est substitué par un H. Quand vous avez un alkyle de cette forme-là, c'est forcément un alkyle vrai. C'est quand l'un des deux carbones est substitué par un H. C'est tout. C'est ça un alkyle vrai. La réaction est une oxydation forte. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ouais. Oui. Oui. C'est vrai, vous avez du KMNO4 concentré avec de l'acide et avec une forte chaleur. Les composés peuvent être obtenus par une oxydation forte d'un acène. Ok, j'ai compris. Alors, là, c'est une oxydation forte. On a vu tout à l'heure l'oxydation forte d'un acène aussi. Vous voyez l'oxydation forte. Hop, oxydation forte d'un acène. Vous avez là, vous allez obtenir un cétone et un acide carboxylique. Mais en fait, ça dépend de comment l'acène est substitué. Tout à l'heure, on a dit quand il est tétrasubstitué, on aura 2 cétones. Dans le cas où il est ainsi,
Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui. Oui. Vous avez l'alcène qui est disubstitué. On a deux substituants qui sont le CH3 et CH3 du même côté. Et on a qui est substitué par en bas par deux H. Lorsqu'il y aura la rupture, ici au milieu, on aura la fixation du O ici et du O ici. On aura donc deux acides carboxyliques qui sont en fait les mêmes produits que quand on fait une oxydation forte d'un alkyle V. Est-ce que c'est compris? Non? Oui. C'est compris? Oui. Ok. Donc, les produits obtenus lors d'une oxydation forte d'un alkyle V sont les mêmes produits qu'on pourrait potentiellement obtenir par une oxydation forte d'un alkène qui est substitué de cette façon-là. Alors, le composé 1 correspond à une cétone. Vrai, faux? Pas de réponse? Pour la D. C'est faux? C'est faux. Le composé 1 correspond à deux acides carboxyliques. Un acide vrai, quand il subit une oxydation forte, il aura forcément un mélange d'acides carboxyliques. Et je pense que c'est la seule que vous avez dans le cas d'un acide vrai. Vous aurez un mélange d'acide carboxylique. Donc, un acide vrai qui subira une oxydation forte, ce sera un mélange d'acide carboxylique et non de cétone. Donc, les bonnes réponses sont la B, C et E. Si je ne me trompe pas, c'est la B, C, E. A, B, C. La 6. La 6, on revient sur les alcènes. On a donc ce qu'on appelle une hydratation. Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui est ou qui sont exactes? Alors, le composé obtenu est un alcool. C'est vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. On a une hydratation qui est faite par un acide. Donc, on aura bien un alcool. La réaction qui permet d'obtenir le composé 1 suit la règle de Karash. C'est faux. Karash, c'est faux. C'est faux, Karash. On aura ici... attendez, je vois les autres questions. Bon, la réaction qui permet d'obtenir le composé 1 suit la règle de Markovnikov. C'est vrai. Vous avez ni de la lumière HU ni du peroxyde. Donc, ce sera forcément la règle de Markovnikov. Juste, apprenez bien vos réactions. C'est de la répétition qui va faire que vous allez apprendre vos réactions et plein d'exemples. Et les annales aussi, parce que chaque année, ça retombe pareil. Nous, on a eu cette année les mêmes annales que ceux des années dernières. Vraiment un copier-coller. Donc, Shinorga, n'ayez pas peur. C'est une réaction qui se passe dans des conditions radicalaires. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux parce que c'est Markovnikov. Du coup, c'est condition unique. Exact. Markovnikov, ionique, Karash, radicalaire. Cette réaction est une hydrogénation en milieu acide. Vrai ou faux? C'est faux. C'est faux, c'est une hydratation. Oui, c'est ça. C'est une hydratation, mais ça c'est bien en milieu acide. On pourrait vous dire que c'est une hydratation qui se fait en milieu basique, en la présence du proton H+. C'est faux, quand vous avez du H2SO4, c'est forcément acide, puisque ça cède le proton H+. On récapitule. On a donc une réaction qui se fait selon la règle de Markovnikov. Le HO va se fixer sur le carbone le plus substitué, qui est donc le deuxième, et on aura bien un alcool dans des conditions ioniques. Alors, la 7, à partir de la question précédente, c'est-à-dire à partir de ce que vous avez ici, le composé qui est donc un alcool. Alors, le composé 1 est plus acide qu'un alcool secondaire. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que vous avez pu trouver c'est quoi le composé 1 ou pas? C'est un alcool quoi? Tertiaire? C'est exact. Est-ce que la A, elle est vraie ou fausse? Non, parce qu'il est secondaire. Exact. Le composé 1 est plus acide qu'un alcool secondaire? Non. En fait, l'alcool primaire il est plus acide que le secondaire est plus acide que le tertiaire. Donc là, vous avez un alcool qui sera tertiaire, qui sera forcément moins acide qu'un alcool secondaire. Donc la A, elle est fausse. B. Dans le cas d'une déshydratation en milieu acide et en chauffant, l'élimination bimoléculaire se passe en 2 étapes. C'est vrai aussi?
Je vais te répondre. Est-ce que vous avez fait les alcools ou pas? Non, Oui. pas encore. Ah, vous n'avez pas fait les alcools? Non, pas encore. Ah, bon. On va les faire Moi, ensemble. oui. Ok. Bon, c'est pas grave. Alors, bon, on vous a dit que, je vous ai dit tout à l'heure que le alcool premier sera plus fort que l'alcool secondaire et l'alcool secondaire sera plus fort que l'alcool tertiaire. C'est une règle, c'est à prendre, ça attend toutes les années et vraiment, c'est cadeau. Donc, la B, quand on vous parle d'élimination bimoléculaire, c'est une élimination qui se fait en une seule étape. On aura une protonation, formation de la double liaison, rupture de la liaison, qui se passe tous en même temps. C'est une élimination donc, bimoléculaire qui se passe en deux étapes. En une étape, pardon. Ça, vous devez les apprendre. Ça tombe chaque année. Chaque année, pour les alcools, ça tombe. Si vous avez alcool, vous aurez ça. Vous aurez élimination bimoléculaire, élimination unimoléculaire. Comment ça se passe? Il y a combien d'étapes? Qu'est-ce qu'on va avoir à la fin? Enfin, ça, c'est à apprendre. C'est simple. Ne vous inquiétez pas, c'est pas long. Les alcools sont susceptibles de former des liaisons hydrogènes intermoléculaires. Là, c'est vrai, c'est texto-anal, ça tombe tous les ans. Quand vous aurez des questions sur les alcools, quand vous voyez comme ça, vous mettez directement vrai, faites attention que ce soit intermoléculaire. En fait, dans les alcools, vous aurez une partie sur la déshydratation qui sera de deux façons, de façon intermoléculaire et de façon intramoléculaire. Quand ça se fait de façon intramoléculaire, c'est une élimination. Quand ça se fait de façon intermoléculaire, c'est une substitution nucléophile. Dans tous les cas, dans l'élimination ou la substitution nucléophile, vous aurez ce qui est élimination bimoléculaire, mais aussi dans la substitution nucléophile, vous aurez substitution nucléophile bimoléculaire qui sera pour un alcool primaire et l'autre qui sera pour un alcool secondaire, tertiaire, pardon. On verra ça ensemble, vous allez voir. Dans le cas d'une oxydation forte d'un alcool secondaire, on obtient un acide carboxylique. Ça, c'est des réactions qui sont écrites un peu à la fin du cours. Est-ce que vous avez la réponse ou pas? C'est vrai? Un alcool secondaire, on obtient un acide carboxylique. Alcool secondaire, pas trop, c'est plutôt l'alcool primaire. Mais si vous... Attendez. Hop. En fait, c'est ça. J'ai inversé les thèmes D et E. En fait, dans le cas d'un alcool primaire, vous passerez toujours par un aldéhyde qui sera donc instable et qui donnera un acide carboxylique. Est-ce que c'est compris? Oui? Ok. Dans le cas d'un alcool secondaire, on aura directement une cétone, mais toujours avec des catalyseurs qui seront forts. Dans le cas d'un alcool, on utilisera du dichromate de potassium en milieu acide et en chauffant. Vous voyez, du dichromate de potassium, milieu acide chauffant, ce sera forcément quelque chose de fort. En résumé, un alcool secondaire, quand il subit une oxydation forte, ça va donner une cétone. Un alcool primaire, quand ça va se faire oxyder de façon forte, ça va donner un alcool primaire. On aura, n'importe quoi. Un alcool primaire, quand il subira, une oxydation forte, va donner un acide carboxylique et on passera par un aldéhyde. Est-ce que c'est compris? Oui? Oui. Ok, donc il y a une inversion entre le thème D et E. Alors, question 8. Alors voilà, bon, ça, vous m'avez dit que vous les avez passés, mais on va les faire quand même. Hein. Une substitution nucléophile d'un alcool primaire se passe selon SN2 en une étape. Est-ce que vous vous rappelez un peu ce que j'ai dit tout à l'heure ou pas? Non, c'est normal. Une substitution nucléophile, je vous dis, une substitution nucléophile se fait de façon intermoléculaire, c'est une déshydratation. Et une élimination se fait de façon intramoléculaire, c'est aussi une déshydratation. Une substitution nucléophile d'un alcool primaire se passe selon SN2 en une étape. Ça, c'est une partie du cours que vous devez apprendre sur les alcools. Mais avec la répétition, ça va vite rentrer. Une substitution nucléophile d'un alcool primaire se passe selon SN2 en une étape. Est-ce que quelqu'un a une réponse? Non? Ok, c'est normal. Je pensais que vous avez fait les alcools. Alors, c'est vrai, puisque l'alcool primaire, quand il va subir une déshydratation, l'élimination et substitution nucléophile, ce sont des déshydratations, n'oubliez pas. Là, dans un cas d'un alcool primaire, quand il va subir une substitution nucléophile, ça va se faire en une seule étape. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai montré l'élimination, tout se fait en même temps. Il n'y a pas de tout se fait en même temps.
dans le cas d'un alcool primaire. Cependant, lorsque vous avez un alcool tertiaire, il va subir une SN1 et pas une SN2, c'est une unimoléculaire avec 2 étapes. Notamment, non, ça c'est dans l'élimination. Bon, en fait, quand vous ne connaissez pas le cours, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous avez un peu compris ou pas? Oui, ça va. Oui, un alcool primaire, ça se passe selon SN2 en une seule étape. Un alcool tertiaire, ça se passe selon SN1 en une seule étape. Et vous aurez donc aussi un alcool tertiaire, un alcool secondaire. L'alcool secondaire, c'est un mélange entre SN2 et SN1. C'est un mélange entre les deux. Mais on ne dit pas il y a combien d'étapes, c'est quel ordre, etc. Est-ce que vous avez un peu compris? Oui. Ok. La déshydratation d'un alcool tertiaire suit le mécanisme E1 en 2 étapes. C'est vrai ou c'est faux? Un alcool tertiaire, je vous dis, quand il subit une élimination, c'est-à-dire de façon intramoléculaire, il suit le mécanisme E1, c'est-à-dire une élimination unimoléculaire en 2 étapes. Je vous répète, un alcool primaire, c'est dans le cas d'une E1, parce qu'en fait, vous avez le SN2, les SN substitution nucléophile, vous avez les éliminations. Vous avez, dans le cas d'une élimination, dans le cas d'un alcool tertiaire, il suit le mécanisme E1 en 2 étapes. Dans le cas d'un alcool primaire, il suit le mécanisme E2 en une seule étape. Est-ce que j'ai compris là? Oui. Oui, et ça va être pareil pour les substitutions nucléophiles. La déshydratation d'un alcool primaire selon quoi? La déshydratation d'un alcool primaire se déroule en une seule étape. C'est une réaction d'ordre 2. Est-ce que vous avez la réponse ou pas? Non. Ok. Un alcool primaire, ça se passe en une seule étape. C'est vrai. Un alcool primaire, ça fait référence à ça. C'est une réaction d'ordre 2. Bon, ça non plus, vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait, ça, hein? Ouais, ben oui, non plus, vous ne l'avez pas fait. Donc, ça fait... ouais, c'est à apprendre, en fait. Je ne peux pas vous expliquer ça. La déshydratation d'un alcool primaire se déroule en une seule étape, c'est vrai, puisque quand on parle d'un alcool primaire, que ce soit dans une substitution nucléophile ou élimination, il va suivre SN2 ou E2. Et dans ce cas-là, ça se fait en une seule étape, avec une réaction d'ordre 2. Vous allez voir avec les vitesses, etc. Bon, c'est simple, c'est juste des petits trucs à apprendre. Dans le cas d'une déshydratation qui se fait de manière intermoléculaire, le mécanisme utilisé est l'élimination. C'est vrai ou c'est faux? Faux. Faux, pourquoi? Parce que c'est une substitution. Exact. Dans le cas où c'est intermoléculaire, c'est une substitution nucléophile. Dans le cas où c'est intramoléculaire, on va utiliser une élimination. Dans l'élimination unimoléculaire et bimoléculaire, les composés issus de la réaction sont obtenus par la désestèse. L'alcène le moins substitué est formé. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ça vous rappelle quelle règle, ça? T'arraches? Exact. C'est la règle de Estève. Ouais, quand on dit l'alcène le moins substitué est formé, on fait référence à la règle de Cash. Mais pour le coup, la règle de Estève, c'est faux. La E, elle est fausse. C'est comme un peu la règle de Markovnikov. On aura l'alcène le plus substitué. C'est une règle aussi à apprendre. Elle est toute petite dans le cours, on ne vous parle pas trop, mais pensez à la règle de Markovnikov, comme ça vous apprenez plus facilement la règle des Estèves. Donc c'est la réponse ABC. ABC pour la question numéro 8. La question numéro 9, on vous dit parmi les propositions suivantes, quelle est celle ou celle qui est ou qui sont exactes. Là, on a un alcool. Quel type d'alcool on a ici pour la A? Le réactif est un alcool secondaire. Tertiaire? C'est faux? Tertiaire, c'est exact, puisque le carbone ici qui est relié au OH, il est substitué par 3 substituants. On a 3 CH3 qui sont collés au C qui lui-même est collé au OH. En fait, pour savoir c'est quel type d'alcool, on fait référence au carbone qui est fixé au OH. On ne fait pas référence au OH lui-même. Là, on a le carbone qui est fixé au OH qui est lui-même substitué par 3 substituants. Là, on a une déshydratation. Dans la B, on vous dit la déshydratation du réactif se fait selon une élimination bimoléculaire, E1 en 2 étapes. C'est faux parce que ça se fait en une étape. Alors, là, on a un alcool tertiaire. Non, alcool tertiaire, c'est 2 étapes.
Ouais, c'est deux étapes, alcool tertiaire. C'est l'alcool primaire qui se fait en une seule étape avec tout qui se fait en même temps. Là, en fait, le piège, il était là. Une élimination bimoléculaire, E1. En fait, l'élimination bimoléculaire, c'est E2. Bon, ça va tomber des fois, mais bon, je suis déjà tombée dans le piège. Élimination bimoléculaire E1, c'est faux. Quand vous dites élimination bimoléculaire, vous pensez directement à E2. C'est faux. Même si la suite, elle est vraie, élimination bimoléculaire, on vous met E1, c'est faux, c'est E2. Pareil, si tu sur un nucléophile unimoléculaire, on vous met E2, c'est faux, c'est on vous met SN2, c'est faux, c'est SN1. La formation du composé 1 nécessite le passage par un carbocation. C'est une étape lente et irréversible. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bon, vous ne pouvez pas le savoir si vous n'avez pas fait le cours d'alcool. En fait, là, c'est vrai. Dans le cas où on a un alcool tertiaire, on aura passage par deux étapes, notamment la formation d'un carbocation. Cependant, là, il y a un petit piège entre les parenthèses. C'est une étape lente et réversible. En fait, quand vous avez des items, vous lisez aussi ce qu'il y a entre parenthèses. Et les pièges peuvent se trouver entre parenthèses. C'est une étape lente et réversible. Mais sinon, tout le reste, c'est vrai. Donc, la C, elle est fausse. La D, elle dit le composé 1 correspond à un alkyle. Après la E, vous avez la même, mais C correspond à un alcène. Est-ce que la 1, le composé 1, c'est un alcène ou un alkyle? Pour ceux qui ont fait le cours d'alcool, quand on a une élimination, on a un alcène ou un alkyle? Non? Quand vous avez une élimination, vous aurez un alcène. Dans le cas où on a une élimination, on aura donc un alcène. Hop, là, c'est les deux étapes de l'élimination unimoléculaire dans le cas d'un alcool tertiaire, vous aurez la formation d'un carbocation et l'arrachement d'un des hydrogènes. On aura donc un alcène. C'est une réaction qui se fait en deux étapes et qui est d'ordre 1. On prend l'alcool tertiaire, c'est unimoléculaire, qui se fait en deux étapes, notamment la formation du carbocation, qui est une étape lente et réversible, et pas irréversible. On a aussi l'arrachement d'un des hydrogènes. Et on aura à la fin ce qu'on appelle un alcène, puisqu'on a une double liaison entre deux carbones. Est-ce que c'est OK? Oui. OK. Alors, c'est bon. Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte? On a ce qu'on appelle ici, bon, vous n'avez pas fait le cours, on va faire ça ensemble. Là, c'est quel type d'alcool? Secondaire. Exact, on a un alcool secondaire. On vous dit que cette réaction correspond à une oxydation ménagée douce. C'est vrai, vous avez certes une forte chaleur et des cuivre, mais ça compte quand même comme une oxydation ménagée douce. Je ne sais pas pourquoi, malgré la forte chaleur, il la considère comme une oxydation ménagée douce. Mais bon, quand vous voyez en cas d'alcool, vous voyez ce catalyseur et une forte chaleur de 300 degrés Celsius, c'est bien une oxydation ménagée douce. En cas d'ozonolyse réductrice sur un alcène trisubstitué, l'un des deux produits obtenus est similaire au composé 1. Ozonolyse réductrice, je pense que vous l'avez vu. Qui connaît l'ozonolyse réductrice? C'est dans le cours d'alcène. Qui se souvient un peu? Oui, je me souviens, mais l'ozonolyse réductrice, c'est avec O3, mais surtout du zinc. Exact, il y a bien le zinc, c'est ça. En fait, l'ozonolyse réductrice fait en sorte qu'on s'arrête à l'aldéhyde et qu'on ne le laisse pas s'oxyder jusqu'au acide carboxylique. L'avoir mis, hop, là, regardez. En fait, petit récapitulatif sur les oxydations douces en cas d'alcool. Lorsque vous avez un alcool secondaire, vous aurez une cétone. Lorsque vous avez un alcool primaire, vous aurez quoi? C'est un peu comme tout à l'heure. Vous, non? Ok, alcool secondaire, cétone, alcool primaire. Acide carboxylique. Exact. On reprend avec l'ozonolyse réductrice. Dans l'ozonolyse réductrice, on a donc un alcène qui est trisubstitué. On a trois substituants qui ont le CH3, CH3 et CH3. On a l'ozonolyse réductrice. On dit qu'elle est réductrice puisqu'on a aussi l'intervention du zinc qui va être une sorte d'obstacle à l'aldéhyde pour qu'il s'oxyde dans l'acide carboxylique. On a donc les deux produits finaux, c'est l'aldéhyde et l'acétone, et ce n'est pas l'acide carboxylique. Là, on n'aura pas d'oxydation d'aldéhyde parce qu'il va être stable. Est-ce que c'est compris? Oui. Oui? Ok. Bon, ça, c'est la déshydrogénation d'un alcool primaire. Oui,
l'oxydation ménagère au douce, c'est aussi une déshydrogénation. Bon, je prononce mal, mais vous avez compris. La déshydrogénation d'un alcool primaire à 300 degrés en présence de cuivre permet d'obtenir un aldéhyde. C'est faux, non? C'est faux? Peut-être pas, vu que c'est une oxydation douce. Peut-être que ça forme un aldéhyde ou un acide carbo. Un acide carbo ou un aldéhyde? Là, j'aurais dit quand même acide carbo. Un acide carbo? Bon, moi, tout à l'heure, j'ai dit acide carbo, non? Je sais plus. Je pense que quelqu'un est intervenu et a dit acide carbo, j'ai bien affirmé ça. Dans le cas où vous aurez une oxydation douce d'un alcool primaire, vous aurez quoi comme produit final? Un aldéhyde. Vous aurez un aldéhyde et pas un acide carboxylique. Pardon si je me suis trompée, j'ai dû m'embrouiller. Dans le cas d'un alcool primaire, aldéhyde. Dans le cas d'un alcool secondaire, on aura quoi? On aura quoi ici? On aura une cétone. Alcool primaire, aldéhyde, alcool secondaire, on aura une cétone. Est-ce que c'est compris ou c'est flou? Est-ce que c'est compris? Oui. Oui, c'est bon? Juste moi, j'ai une question. Dis-moi. Ici, c'est un alcool primaire parce que le OH, il est relié juste au CH. Alors, je t'explique. Là, c'est un alcool secondaire, puisqu'on a, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on se réfère pas au OH, mais en fait, le OH ici, il est substitué que par un CH, c'est ça. Il est substitué par le CH. Cependant, dans le cas des alcools, on se réfère au substituant du OH. Là, le substituant, c'est le CH, mais lui, il est fixé à 2 CH3. En fait, là, si le CH, lui, il est fixé à 3 CH3, on dira que c'est un alcool tertiaire. Mais dans ce cas-là, il est fixé à 2 CH3, on dit que c'est un alcool secondaire. Ok, merci. C'est bon? Je répète, dans le cas des alcools, on ne se réfère pas au OH directement, on se réfère à qui est substitué le OH. Dans ce cas, le OH est substitué au CH, qui lui est substitué à 2 CH3. Dans ce cas-là, on dira que c'est un alcool secondaire. S'il est substitué par 3 CH3, on dira que c'est un alcool tertiaire. Et si le CH il est substitué par un seul CH3, on dira que c'est un alcool primaire. La D, on dit que Ok, merci. de rien, avec plaisir. La D, on dit que l'oxydation douce d'un alcool tertiaire forme un acide carboxylique. Là, dans le cas d'un alcool tertiaire, on n'a pas d'oxydation douce. Alcool tertiaire, il n'y a pas du tout d'oxydation douce. C'est écrit en bas dans votre cours. Alcool tertiaire, pas d'oxydation douce, ça n'existe pas. Voilà, c'est tout. Donc, vous aurez une oxydation douce que pour l'alcool primaire et l'alcool secondaire. Alors, la déshydratation du réactif de façon intramoléculaire. Intramoléculaire, on a dit tout à l'heure que ça faisait référence à une élimination. Intermoléculaire, ça fait référence à une substitution nucléophile. Donc, intramoléculaire se fait selon E1 en 2 étapes. Le réactif, on a donc un alcool. C'est quel type d'alcool? Secondaire. C'est un alcool secondaire, ce qu'on a ici. On vous dit que sa déshydratation se fait selon E1 en 2 étapes. Ça fait référence à quoi, cet item? À quel type d'alcool? Personne sait? Ok. Dans le cas, on vous parle de selon E1 en 2 étapes, c'est un alcool tertiaire. Je vous ai dit tout à l'heure, dans le cas d'un alcool secondaire, on aura un mélange des deux. Dans le cas d'une déshydratation intramoléculaire, c'est-à-dire une élimination, à l'alcool secondaire, ce sera un mélange entre E1 et E2. Et dans le cas de substitution nucléophile, ce sera un mélange entre SN1 et SN2. Donc là, la déshydratation du réactif de façon intramoléculaire, le réactif étant un alcool secondaire, c'est un mélange entre E1 et E2. Et dans le cours, on ne vous parle pas de combien d'étapes, quel ordre, vitesse, etc. Vous devez juste vous rappeler que dans le cas d'un alcool secondaire, c'est un mélange des deux, soit substitution nucléophile, soit élimination. Est-ce que c'est compris? Oui. Ok.
Alors, vous avez fait ça en stéréochimie ou pas? Oui. Oui. Oui, ok. Alors, on vous dit les molécules 1 et 2 sont des isomères. C'est faux. Parce qu'ils ont C'est une formule brute. exactement. C'est faux. Vous pouvez voir directement, sans même compter les carbones, les hydrogènes, etc. Là, vous avez un brome, là, vous ne l'avez pas. C'est directement faux. Quand vous voyez, il y a déjà pas les mêmes composés, vous éliminez directement. Là, si vous avez un brome et là un chlore, vous voyez que ce n'est pas du tout pareil. On ne pourra pas avoir la même formule brute. Vous, directement, vous répondez que c'est faux. Les molécules 2 et 3 sont énantiomères. 2, 3. Pareil, hein? Non, faux, ils se superposent pas. Exact. Et vous pouvez le voir directement. Là, on a un brome et là, on n'a pas de brome. Ça ne peut pas avoir la même formule brute. Donc, ça ne sera forcément pas des énantiomères. Alors, la molécule 1 est de configuration S. Est-ce que vous l'avez fait? Oui, on l'a fait, ouais. S et R. Euh, la C, elle est vraie ou elle est fausse? Elle est vraie. Elle est C'est bien. vrai. C'est vrai. La D. La D, on vous dit la molécule 3 est de configuration R. C'est vrai aussi. Parce que le H, il faut le mettre en arrière du plan. Du coup, vu qu'on change, elle est bien R. Non, Là? pardon. Non, la 3. C'est la 3, non? Non, c'est la 2, c'est la 2. La Ah, molécule... Ah non, c'est la molécule 3. Oui, tu as tout à fait raison. La molécule 3. Attends, j'ai inversé ça et ça. La molécule 3 est de configuration R. Celle-là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, elle est de configuration R? non, c'est faux, elle est de configuration S parce qu'il faut mettre le H en arrière du plan. Exact, il faut inverser. En fait, quand vous avez le H, là, le H, est-ce que vous savez chaque tri, ça référence à quoi ou pas? Le triangle, les pointillés et le Oui, trait comme oui. ça? Oui. Oui. Ok, nickel. Le H, là, il est dans le plan. Dans le cours, on vous dit qu'il doit être en arrière du plan, c'est-à-dire comme ça, avec des petits pointillés. Dans ce cas-là, en fait, vous faites votre ordre avec la règle de type normale. 1, 2, 3, hop, ça fait R. Et en fait, vous avez toujours le H qui est dans le plan. Il ne peut pas être dans le plan. Il doit être en arrière. En fait, quand vous trouvez que c'est R, vous inversez directement, vous mettez que c'est S. Est-ce que vous avez compris? Oui. Oui. Dans le cas où le H sera dans le plan, en avant du plan, alors que ça ne doit pas être le cas, c'est faux, vous faites en sorte d'inverser ce que vous avez trouvé comme configuration. OK? Bon, ça pour un bout. Ok. OK. La molécule 2 est de configuration R. C'est celle-là. Ben, on peut pas savoir, il est dans le plan. Il y a des annales comme ça, hein. En plus, je crois, Dan, ils ont envoyé des questions avec que comme ça. Ça, vous pouvez faire. Ah, c'est Fischer, c'est ça? Ouais, Fischer, Fischer, vous n'avez pas de truc. Vous n'avez pas de C qui est visible, là. Est-ce que quelqu'un a la réponse ou pas? Vous faites normal. Pas, prenez pas la tête avec arrière du plan dans le plan. Et en plus, le H, là, il est en avant, donc il est dans le plan. Est-ce que quelqu'un pourrait faire et me dire si c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, non? C'est R, non? C'est R? Oui, c'est Non, R. S. Elle est S, ouais. C'est S. Qui a dit que c'est R? Moi, Est-ce que tu as compris pourquoi c'est S ou pas? non. Non? En Qui fait, est en on a premier? changé, non? En inverse. Oui, là? Oui. Pourquoi t'as inversé? Vu qu'il y a des... Enfin, avec le truc avec les plans et tout. Je suis désolée, mais j'ai jamais entendu. Ah, en fait, je parlais des plans, enfin, de l'avant et l'arrière. Ok, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais là, non, tu fais normal. Quand ils sont tous dans le plan, COH, H, CHO, CH3, tu le fais en ordre avec les règles de type. En plus, le H, il n'est pas en haut, tu vois. Ah, ok, ok. Oui. Le le H, il n'est pas en haut, il doit juste, dans ce cas, parce que là, le H, là, il est en arrière du plan. Si tu trouves, même le H, il est en bas, mais qu'il est dans le plan, c'est pas grave, tu n'inverses pas. En fait, le H, vous l'inversez seulement s'il est pas en arrière du plan, dans le cas où il se positionne en haut.
avez compris ou pas? Oui. Oui, Oui, c'est bon? Ok. oui, merci. Donc là, les 3 molécules, c'est des S. Les 3 molécules, c'est des S. Est-ce que si je vous mets 2 molécules qui ont la même formule brute et qu'une, c'est une S et qu'une, c'est une R, on les appelle comment? Énantiomère. C'est Oui. ça. C'est des énantiomères. Quand une S et l'autre R qui ont la même formule brute, ça s'appelle des énantiomères. Les énantiomères, ça tombe souvent en anal. Je ne sais pas si on l'a dit ou pas, je pense que oui. Ça tombe, mais c'est des molécules qui tombent tout le temps les mêmes chaque année et elles sont faciles. Dans tous les cas, vous aurez les corrections des annales de la prépa. Alors, ça, on repart sur les alcanes. L'alcane, c'est le tout petit premier chapitre. C'est le plus facile de tous. Alors, les alcanes ont une forte réactivité grâce à la polarité des liaisons qui constituent la molécule. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Faux. Faux. C'est simple. Les alcanes n'ont pas du tout une forte réactivité. Ils ont une très faible réactivité. Ils sont bon, je ne vais pas dire la réponse. Je sais pas si... Non, ouais, ok. Ils sont saturés. Dans le cas des alcènes et des alkènes, ce n'est pas saturé puisque vous avez, dans le cas des alcènes, une double liaison, les alkènes, une triple liaison. Ce n'est pas saturé puisqu'on peut combler ce vide avec d'autres liaisons, mais dans le cas des alkènes, ça a une très faible réactivité parce que c'est saturé et les liaisons ne sont pas du tout polaires. Dans la biologie, les alcanes sont des hydrocarbures saturés composés de carbone sp et d'hydrogène. C'est faux, c'est bridé sp3. Exact, c'est hybridé sp3. Vous avez fait les hybridations ou pas? Oui. Oui, un peu. Ok, vous voulez vraiment mieux au stade de pré-rentrée. Ben, il vous passera une fiche et vous allez voir. Le cours, il paraît super dur et tout, mais ça va devenir très simple. Du coup, A, phos, B, phos. Là, c'est la réaction principale et l'halogénation radicalaire qui se fait en 3 étapes. C'est C'est vrai. vrai. Ouais. C'est vrai, on vous dira peut-être 2 étapes, 4 étapes. Dans certaines questions, mais c'est 3 étapes. C'est quoi les 3 étapes? Amorçage, Pardon? J'ai pas entendu. amorçage, Ok, Propagation. ok. Terminé. Terminaison. C'est ça, c'est 3 étapes. Ouais. On pourra aussi vous changer les noms, comment chacune des étapes s'appelle. Les alcanes, c'est le plus facile de tous. Vous devez apprendre qu'il y a 3 étapes, les noms des 3 étapes, ce qui se passe un peu, mais sans plus. Parce que dans la question D, je vous ai dit, dans la phase de propagation, on retrouve une rupture homolytique. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Dans la phase de propagation? C'est pas hétérolytique? Non, c'est homolytique normalement. Non, c'est rupture homolytique. Vous vous rappelez du coup ou pas? C'est quoi? On a dit que les 3 phases, c'était amorçage ou initiation, propagation et terminaison. Dans la première phase qui est initiation, on retrouve... Qu'est-ce qui se passe dans la première phase? Ah oui, c'est vrai, c'est dans la première phase parce que je crois qu'ils reprennent les deux, leur électron. Exact. C'est ça. En fait, dans la phase d'initiation, on retrouve une rupture homolytique qui a été causée en fait, par la lumière ou la chaleur. C'est ce que vous devez connaître. Initiation, on a une rupture homolytique qui est causée par la chaleur ou la lumière. On a ensuite une propagation et à la fin une terminaison. C'est tout ce que vous devez connaître dans le chapitre des alcanes, notamment avec la réaction à halogénation radicalaire, polyhalogénation, tout ça, mais c'est vraiment simple. Les alcanes, vous ne devez rien apprendre de vraiment important. Alors, dans le cas d'une halogénation radicalaire avec le dibrome, de la lumière vive est nécessaire pour favoriser la réaction. C'est faux. Parce qu'il faut de la lumière vive, mais il faut le chauffer aussi. Ouais, c'est vrai ce que tu as dit, mais c'est pas restrictif. Et j'ai pas dit il faut seulement de la lumière vive pour favoriser la réaction. Ou j'ai pas dit il faut seulement de la lumière vive pour faire marcher la réaction. J'ai dit avec le dibrome de la lumière vive est nécessaire pour favoriser la réaction, pour avoir une meilleure réaction. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Du coup, c'est vrai. Oui. Du coup, c'est vrai. En fait, faites attention à ne pas prendre tous les items comme étant restrictifs. Si on vous dit seulement, uniquement, tout ça c'est restrictif, oui. On vous met les 2 petits points. Comme là, si je vous mets, on retrouve, hop, dans le cas où c'était initiation là, et je mets seulement une rupture
homolytique, là, ça aurait pu être faux parce que j'ai pas tout mis. Mais ne voyez pas tous les items comme étant restrictifs. Ils peuvent être vrais, mais qu'on ne met pas tout. Et ça compte vrai. Alors, on reprend avec les configurations S et R. Alors, la première, est-ce que vous l'avez fait? C'est S ou R? S. S, c'est ça? Oui. 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 S, on a le chlore. Est-ce que vous avez appris lequel était plus important que l'autre dans les règles de SIP? C'est quoi la phrase que vous retrouvez sur Medibox? L'iguane broute C'est dans la ça, clairière, sans feuilles ou niche chaque hibou. c'est ça. C'est cette phrase-là que vous devez retenir pour savoir qui a le nombre atomique le plus important. Là, le chlore, c'est le plus fort de tous. Pas tous. Dans le cas là, c'est le plus fort. Et sinon, c'est l'iguane, c'est donc l'iode. Là, chlore. Ensuite, on aura CH2, CH3, qui est noté donc deuxième. Ensuite, on aura le CH3 tout court, qui sera troisième. On aura donc une configuration S, qui est l'inverse de sens des aiguilles. Celle-là, la deuxième molécule, Elle est R. R. Vous avez donc. Est-ce que c'est des isomères ou pas? Est-ce qu'ils ont la même formule brute? Oui. Oui. Alors, ça se voit pas la peine de calculer combien il y a de C, combien il y a de H. Vous voyez directement qu'ils ont les mêmes formules brutes. Quand on a une configuration S et R, comment on appelle les deux? Énantiomère. Des énantiomères. Et quand on met deux énantiomères dans un seul mélange, comment il s'appelle ce mélange? Mélange racémique. Racinique avec une activité optique qui est nulle, c'est-à-dire qui est égale à 0. Voilà, c'est tout ce que c'est des points que vous devez connaître sur les énantiomères. S, R, un formule brute, c'est donc des énantiomères. Les deux ensemble, ça va former un mélange racinique qui aura une activité optique qui est nulle. Alors pour l'item E, pardon, on vous dit que seulement la première molécule a un carbone asymétrique. C'est faux. C'est faux. En fait, c'est les mêmes. Hein. C'est là S, là on a S et là R. Les deux, c'est des molécules avec un carbone asymétrique, puisque les deux sont substitués par des substituants différents. Là, on a un CH3, un H, un Cl et un CH2, CH3. Donc, c'est bien un carbone asymétrique dans les deux cas. Là, je vous mets seulement la première molécule a un carbone asymétrique. C'est faux parce que je vous ai mis seulement. Et là, je nie en fait que la deuxième molécule a aussi un carbone asymétrique. Dans le cas où je vous mets la première molécule a un carbone asymétrique, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Vrai. C'est vrai. C'est vrai, il y a pas de restriction. La première molécule a un carbone asymétrique, c'est vrai. C'est une vérité, c'est le cas, vous voyez, il y a trois substituants différents. Alors, est-ce que vous avez vu ça ou pas? Linéaire, plane, ZE, oui, vous l'avez vu. Alors, en ce qui concerne les alcyles, alors, on va commencer doucement. Ah, la molécule 1 est linéaire. C'est faux, elle est plane, parce que c'est Non. C'est vrai. Ouais, c'est faux, pardon. Tu as raison. Elle est plane. Elle est plane. C'est les alcynes qui sont linéaires. On vous dit, la molécule 1 est plane. C'est vrai, vous l'avez dit. C'est la molécule 2 est linéaire. Oui. C'est vrai, c'est écrit dans le cours. Alors, on vous dit la molécule 3 est un ACN de configuration Z. Et ensuite, la molécule 3 est un ACN de configuration E. Alors, c'est de configuration E ou Z? C'est eux, non? Non, c'est Z. Z qui sont du même côté. Voilà, on a les deux groupements prioritaires. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on prend Z et E, on prend les groupements qui sont prioritaires. Là, les deux groupements qui sont prioritaires sont du même côté. En fait, il faut vraiment que vous réfléchissiez comme étant les deux groupements prioritaires. Certes, là, on a deux groupements qui ne sont pas du même côté, mais pour le coup, quand on parle de Z et E, n'inversez pas trans 6 avec Z et E. Z et E, c'est vraiment quand les deux groupements prioritaires, c'est-à-dire les plus importants, sont du même côté. Et là, c'est bien le cas. Donc, on aura une configuration qui est Z. Est-ce que c'est compris? Oui. Oui. Nickel. Juste, j'ai une Alors, question. oui. La question B, c'était la molécule 1 est plane. Mais dans un anal, il y avait marqué que Là, c'était c'est faux. linéaire. Non, la question B. B. La molécule 1 est plane. Oui. Dans un anal, il y avait marqué que c'était faux, que c'était que... Que linéaire? En fait, il y a toujours eu débat en ce qui concerne linéaire et plane.
Il y aura un prof, je ne sais plus si c'est terme ou l'autre. Il y aura, comment il s'appelle? Bon, j'ai oublié l'autre, comment il s'appelle. Il y aura un prof qui vous dira quand une molécule linéaire est plane, c'est-à-dire quand elle est linéaire, elle est forcément plane, ou elle peut être les deux, et l'autre vous dira roue bouillon. Voilà, il y a terme, il y a roue bouillon. Un vous dira quand elle est linéaire, elle est plane, et un vous dira quand elle est linéaire, elle ne peut pas être plane. En fait, les annales, comme on n'a pas toujours les corrections officielles, ben, chacun interprète sa chose comme il veut. Des fois, vous ne serez pas d'accord avec les annales et vous devez avoir votre propre interprétation. Mais pour le coup, elle est vraiment plane là. Hein. C'était les annales de Dan? Non, non, c'était les annales du TAM. Ah, ben ouais, ben, le TAM, c'est un peu problématique des fois. Mais normalement, c'est plane. Hein. Ok, C'est d'accord. bon? D'accord? Ok. Est-ce que c'est bon? La dernière question, vous avez vu les isomères de constitution et de position? Oui. Oui, ça, vous les avez vus. Donc, les thèmes A, la molécule 1 et 3 sont des isomères de constitution. 1 et 3. 1 et 3. Non. Non, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. Voilà, là, elle est complètement fausse. C'est n'importe quoi. Mais vous tomberez bien sur des items comme ça. C'est n'importe quoi, mais il y aura bien des items comme ça. Vous allez trouver ça ridicule et tout, mais il y aura bien des items comme ça. La molécule 3 et 4 sont des isomères de constitution. Oui. Oui, on a bien la même formule brute, mais ce n'est pas constitué de la même façon. Ça, c'est quoi? Aldéhyde. Exact. Et ça, c'est une cétone. Et pourtant, ils ont la même formule brute. Donc, vous avez une cétone, un aldéhyde, c'est bien les isomères de constitution, puisqu'on n'a pas le même groupement fonctionnel. Qui me dit c'est quoi isomères? Alors, le 1 et 2, c'est des isomères de quoi? Position. De position. On n'a pas la même position. Ce sont tous les deux des alcools, mais là, on a une ramification qui va être différente. On a donc la position du groupement fonctionnel qui va être différente entre les deux molécules. Alors, les molécules 1 et 2 possèdent la même formule brute, mais de groupements fonctionnels différents. C'est faux. C'est faux. Là, on fait référence aux 3 et 4. Ce sont donc des isomères de constitution. Ça, c'est la définition des isomères de constitution. Du coup. Pour la D, on vous dit la conformation et la structure invariable d'une molécule qui dépend de la nature même de la molécule. Non, c'est la configuration, ça. Exact, c'est la configuration. Vous allez la retrouver dans l'item E. Du coup, l'item D, il est faux. L'item E, il est vrai. La configuration et la structure invariable d'une molécule qui dépend de la nature même de la molécule. Ça, c'est une définition à prendre, pardon. La configuration, si vous cassez et si vous changez, il y aura une rupture, donc on aura totalement une nouvelle molécule. C'est l'inverse de la conformation, où on parlera notamment de décaler et éclipser. Si vous pouvez faire varier la molécule ou la changer comme vous voulez, ça ne changera pas pourtant la nature. Contrairement à la configuration, on vous dira même que c'est la carte d'identité de la molécule parce qu'on ne peut pas la changer, on ne peut pas la varier parce que ça va donner complètement une autre molécule. Voilà, en fait, bon, c'est fini. J'avais fait les 15 questions. Vous aurez la correction. Dan va vous envoyer la correction détaillée. Je ne sais pas s'il a déjà fait ou pas. Non, je ne pense pas. C'est détaillé. Je vous ai fait des dessins et tout. J'ai mis des couleurs alors que de base, je ne mets pas. Si vous voulez avoir ça tout seul comme ça, vous me dites, je vous les envoie. Et je pense que c'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions? Ça va. Non, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer en privé. Je suis dans le groupe Master Juillet, ou sinon vous demandez à Dan mon numéro de téléphone. Du coup, voilà, passez une bonne journée, révisez bien et bon courage. Merci. De C'est rien. bonne Au journée, au revoir. revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Au revoir.